Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Ces questions à débattre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mamadou Kassé, directeur général de la société immobilière de la SICAP SA. Monsieur Kassé, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Permettez-moi de dire également un bonsoir aux téléspectateurs et de vous dire encore une fois merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur ces questions importantes. Monsieur Kassé, vous dirigez depuis quelques années la SICAP. Dites-nous un peu plus sur votre cursus professionnel. Bon, c'est difficile de se présenter, mais moi je suis un urbaniste aménagiste de formation. Je suis également un spécialiste du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement. J'ai commencé ma carrière comme enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry de Montpellier, dans un laboratoire affilié au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique française. Et par la suite, j'ai occupé divers postes au niveau public et privé. Mais je peux dire que dernièrement, j'ai été successivement conseiller du président de la République en charge des questions d'urbanisme et d'habitat, président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré, la SNHLM, et puis depuis 2019, directeur général de la société immobilière du Cap-Vert devenue SICAP SA, et qui est la mère ou la doyenne en tout cas des sociétés de promotion au Sénégal, étant entendu qu'elle a 70 ans. D'accord. Monsieur Kassé, quel est présentement l'état des lieux du secteur de l'habitat au Sénégal? Bon, faire l'état des lieux, je pense que une émission ne nous suffirait pas pour faire l'état des lieux, mais je pense qu'on peut retracer juste les grandes lignes et faire ressortir quelques traits caractéristiques du secteur ou du sous-secteur de l'habitat en tant que tel. Et pour notre pays, effectivement, parce que le Sénégal a une longue tradition de promotion immobilière, publique d'abord, avec les deux grandes sociétés publiques que sont la SNHLM et la SICAP, rejoint par la suite par la SCAT Urbam, qui est une société d'économie mixte, mais également avec ce que je peux appeler l'autre point de la triplette, la Banque de l'Habitat du Sénégal. Et derrière ces institutions, il y a eu une politique immobilière cohérente qui s'est déroulée, avec en gros trois éléments, c'est-à-dire le logement abordable, le développement immobilier dans la capitale et dans toutes les capitales régionales, mais aussi dans les capitales départementales, mais aussi un accès au financement favorisé par des taux d'intérêt bas pour les acquéreurs et pour les promoteurs, favorisant effectivement une bonne politique immobilière. Par la suite, je peux dire à partir des années 90, avec la question des ajustements, de l'ajustement structurel, l'État s'est progressivement désengagé des emprises du secteur parapublic. Et les sociétés que je citais n'ont pas effectivement, ont fait les frais, je dirais, en tout cas de ce changement de cap dans la gestion de notre économie nationale. Raison pour laquelle les aides n'étaient plus ce qu'elles étaient, l'accompagnement pour le logement social n'était plus ce qu'il était. Et donc on a connu en fait des périodes sombres de la promotion immobilière entre 1990 et peut-être 2010. Avec l'arrivée du président en 2012, il y a eu plusieurs initiatives allant dans le sens de d'abord assainir le secteur. Et assainir le secteur, c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui au vote de la loi d'orientation sur l'habitat social en 2016, avec la création du fonds pour l'habitat social, sur les cendres du fonds d'amélioration de l'habitat urbain, la création de la société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, la réinscription de la SICAP et de la SNHLM dans leur mission classique, le reboost un peu de la Banque de l'habitat social, mais surtout aussi la création du fonds de garantie des investissements prioritaires et son sous-fonds destiné à l'habitat, mais aussi du fonds souverain d'investissement stratégique. Mais tout cela avec un grand programme qui s'appelle le programme des 100 000 logements, qui est un programme vaste, d'envergure, pour effectivement permettre à chaque Sénégalais de disposer d'un toit à un prix abordable. Justement, le concept d'habitat social,
est-il suffisamment intégré dans les politiques et programmes? Oui, bon, au regard de ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui. Mais à un moment donné, nous avons eu un trou noir dans la politique d'habitat. Et ce trou noir correspond effectivement à 20 années d'hésitation au niveau public. Mais aujourd'hui, avec la loi d'orientation, il y a une redéfinition déjà de l'habitat social parce que pendant longtemps, seul le Code général des impôts faisait en fait référence en termes de texte à l'habitat social. Et ça correspondait à un logement qui était inférieur à 20 millions. Vous savez bien que ça ne correspond pas à l'idée qu'on doit se faire dans un pays sous-développé de ce que constitue l'habitat social. Mais néanmoins, je pense que toutes ces choses ont été rectifiées avec le vote de la loi d'orientation et également avec les grands programmes qui sont en train de se dérouler dans le secteur. Bon, aujourd'hui, le monde est surpris par la crise du Covid-19 et comment la crise liée au corona impacte le secteur? Bon, la Covid a impacté le secteur de la même manière qu'il a foudroyé l'ensemble des domaines ou des zones de développement de l'économie. Parce que quand je prends le bâtiment et les travaux publics, pour ce qu'ils constituent dans la mobilisation de la croissance et de l'économie nationale, il était important effectivement d'apporter un grand soutien à ce secteur, mais ça n'a pas été le cas parce que les fonds force Covid sont plus allés vers des secteurs comme le tourisme, qui ont été vraiment des secteurs sinistrés. Donc je peux dire que le bâtiment a résisté parce que justement c'est un secteur fort, c'est un secteur porteur, c'est une mamelle importante de l'économie. Mais nous avons été impactés effectivement du fait de la difficile mobilisation des effectifs, du fait de la baisse des marchés, mais aussi pour les promoteurs, surtout le retrait des apports de plusieurs clients qui ont affecté effectivement les soutiens de promotion immobilière publique et privée. Alors, quelles dispositions prises pour y faire face? Oui, bon, plusieurs dispositions qui sont des dispositions de gestion d'abord, parce que en termes de gestion, il fallait qu'on prenne nos garde-fous pour réorganiser nos chantiers. Il a fallu réapprendre à travailler, donc parce que malheureusement le télétravail ne peut pas se faire dans le chantier. Le télétravail ne peut se faire que peut-être dans la transmission de l'information ou dans des secteurs où effectivement on peut, pour organiser les marchés et tout ce qui s'ensuit, il faut du présentiel. Donc naturellement nous avons été impactés pour cela. Mais mesures barrières, préparation, surveillance, attention ont été les éléments que nous avons effectivement le plus mis en œuvre pour faire face à cette situation. Aujourd'hui, la disponibilité de l'assiette foncière se pose pour booster la production immobilière. Comment résoudre cette équation? Bon, c'est une équation difficile à résoudre. Hein. Aujourd'hui, la question de la pression foncière à Dakar est telle que nous sommes en train d'explorer les pistes qui nous restent, c'est-à-dire aller en hauteur. Aujourd'hui, le renouvellement urbain constitue quasiment la solution la plus adaptée, en tout cas, à cette raréfaction du foncier. Mais il est temps peut-être aussi d'explorer d'autres zones. Et c'est tout le sens de l'aménagement de Diamniadio, c'est tout le sens de la création des 27 pôles urbains au niveau national, c'est tout le sens de la politique d'aménagement et de développement territorial, c'est tout le sens de l'équité territoriale et également de l'inclusion sociale prônée par le gouvernement pour qu'effectivement on se sente bien partout où on se trouve au Sénégal. Si la question du foncier se pose à Dakar, elle se pose avec moins d'acuité ailleurs. Donc la question c'est comment faire pour que d'autres zones d'intérêt se créent, d'autres zones d'intérêt économique, mais aussi des zones urbaines aménagées où tous les équipements sont en place. Le recours plus optimal aux matériaux de construction de pôles ne pourrait-il pas contribuer à satisfaire la demande? Oui, là vous prêchez un convaincu. Et puis je pense aussi que c'est dans cette démarche que nous indique, en tout cas c'est la démarche qui nous est indiquée par le chef de l'État, qui a demandé à ce que les 100 000 logements soient un prétexte pour qu'il y ait un nouvel écosystème de la construction, et cela
nécessite pour cet écosystème de la construction que l'on ait recours aux matériaux locaux et qu'on valorise également les produits qui viennent de chez nous. Mais bon, aujourd'hui, l'essentiel de ce qui va dans le bâtiment, si ce n'est pas le second œuvre, vient de chez nous. Donc ça, c'est facilité. Aujourd'hui, il y a plusieurs industries qui, dans le second œuvre, commencent à s'installer, par exemple dans le carrelage ou d'autres éléments du second œuvre qui peuvent également aider à améliorer l'écosystème en tant que tel. Mais naturellement, comme je vous le dis, vous cochez un convaincu. La coopération et le partenariat à l'échelle africaine sont-ils suffisamment explorés en matière d'habitat et de logement? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et aujourd'hui, moi j'y travaille. J'y travaille personnellement et je pense que nous allons bientôt avoir un aboutissement parce que j'ai eu l'honneur de conduire la délégation sénégalaise à l'Assemblée générale de Shelter Afrique, qui est une institution qui regroupe plusieurs États, 44 États africains qui sont membres du conseil d'administration. Donc, et nous avons pu réfléchir d'abord dans un premier temps à l'échelle sous-régionale, ici chez nous, à l'échelle de l'UMOA, pour pouvoir créer un réseau des acteurs immobiliers et de l'habitat. Donc naturellement, il y aura la SICAP, la SICOJ, peut-être l'Office malien du logement, la Banque de l'habitat du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et tout, où on pourra ensemble se mettre dans un cadre pour réfléchir sur comment faire avancer la matière sur les questions foncières, sur les questions de financement et sur les questions de fiscalité. Justement, dans quelle mesure dans ce domaine sont prises en compte notre environnement et nos réalités socio-culturelles tout en respectant les normes et standards internationaux? Oui, mais bon, l'international, nous, on en fait partie. Hein, donc, et puis, nos considérations, elles sont nôtres. Là, c'est depuis la conception de nos projets. Donc, les architectes réfléchissent déjà aujourd'hui à des projets qui prennent en compte nos réalités sociologiques, nos réalités culturelles, mais aussi le climat et également l'environnement en tant que tel. Maintenant, après, il y a d'autres dispositions qui relèvent du développement durable et de l'environnement, qui sont des dispositions liées au terrain par rapport au type d'installation qu'il y a. Et à ce niveau, il y a une législation bien claire, gérée par la direction de l'environnement et des établissements classés, qui est très regardante sur les projets et leur approche développement durable. Maintenant, après, il y a les autres approches efficacité énergétique du bâtiment, il y a des aspects utilisation des matériaux locaux, il y a des aspects des projets qui s'insèrent naturellement dans l'environnement immédiat et tous ces aspects-là sont naturellement pris en compte. D'accord, juste une dernière question. Avez-vous des messages qui vous tiennent à cœur? Bon, le message d'abord d'un partage, comme on est dans une télé panafricaine, je crois que c'est important de lancer ces messages pour qu'il y ait davantage de partage d'expériences entre nos États. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique, mais on met toujours le doigt sur les choses qui ne marchent pas et on ne met pas assez de doigt sur ces procédés qui fonctionnent et qui sont le fait justement de cadres africains de tous les domaines. Donc je voudrais d'abord féliciter cette initiative, remercier Africable pour cette invitation, mais dire aussi que nous devons avoir sur ces questions d'habitat et d'immobilier une démarche africaine. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro.